Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Apothicaire. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un 5e podcast. Nous allons traiter aujourd'hui du papillomavirus. Alors nous sommes en présence de monsieur Emmanuel Boutan, maître de conférence à la faculté de Strasbourg, Simon Pfliegerdorfer, étudiant en droit qui du coup représentera la population générale. Et il y a du coup moi, Pierre Bonin, et Nathan Klotz. Nous sommes tous deux étudiants en pharmacie. Voilà. Et aujourd'hui, on va donc parler de papillomavirus. Je vous invite à écouter nos podcasts précédents. On a introduit pas mal de concepts, d'IST, MST, les moyens de protection, et ça permettra d'avoir toutes les informations pour comprendre ce podcast. Alors, papillomavirus, qu'est-ce que c'est ? D'instinct, je dirais que c'est un virus. C'est bien. C'est une très bonne réponse. Bravo. Mon second instinct est que c'est une IST. C'est vrai. Et je n'ai pas de troisième instinct. Non, en vérité, je connais très peu ce virus, cette IST, et je ne saurais pas trop quoi rajouter. Moi, personnellement, quand j'entends papillomavirus, je pense cancer des zones génitales, par exemple de l'utérus, mais aussi cancer parfois colorectal. Je pense à des virus, qu'on appelle des verrues, pardon, qu'on appelle des condylomes. Exactement. C'est à ça que je pense quand j'entends papillomavirus. J'aurais dit pareil, je serais aussi parti très rapidement sur les cancers que ces virus peuvent donner. Et souvent même, on va dire que il n'y a pas de vaccin contre un cancer, mais en soi, en se protégeant du papillomavirus, notamment pour les femmes au niveau de l'utérus, on peut presque considérer en soi que c'est un vaccin parce que ça va énormément protéger contre ce type de cancer. Vu que le virus donne le cancer, on se protège du virus. Voilà. On peut se protéger de ce type Donc de c'est cancer. ici qu'il y a un vaccin au papillomavirus. Donc. Il y a un vaccin contre le virus. Et oui, j'ai déjà dit quelque chose qu'il fallait que je te On a demande. lâché la bombe. Il y a un vaccin. Maintenant, je le sais. Arrête de me le cacher. Donc ça veut dire en gros pour vous, un papillomavirus se chope uniquement par des relations sexuelles. J'aurais aussi dit par le baiser, personnellement. Après, est-ce que le baiser est une relation sexuelle en soi ? Débat philosophique, peut-être pas Après, le j'imagine bien aussi un frottement condylome. Un frottement verrue, ou verrue-peau, qui créerait une petite verrue. J'imagine bien ça. Bah justement dans ta notion de verrue, là tu es déjà sur la verrue spécifique à localisation on va dire génitale, mais il existe des verrues tout à fait classiques que vous avez peut-être eu un jour dans votre vie, enfant ou pas. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais avoir de verrue. Bah, tant mieux. Je n'ai jamais compris en comment gros, les les autres verrues- enfants en avaient. Les verrues plantaires ou les Tous verrues des au niveau des pouilleux. doigts sont des papillomavirus aussi. Donc ça nous montre qu'il y a bien sûr la transmission de certains par les voies génitales, par le rapport sexuel, par les caresses ou autres. Pour autant, on peut aussi en avoir dans la petite enfance ou plus tard sans rapport sexuel. Donc c'est un peu plus englobant dans cette grande famille des virus. Par contre, ce qui est certain pour tous, ils sont épithéliotropes. Ça veut dire quoi pour vous ? Qui vont sur l'épithélium. L'épithélium qui peut être muqueux ou cutané. D'accord ? Donc on va avoir différents épithéliums dans notre corps, sur notre corps. Alors, on aura des Qu'est-ce que localisations c'est un différentes. épithélium ? Un épithélium, c'est la peau, en gros. D'accord. Donc la peau est composée de plusieurs parties. La partie la plus externe, celle que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle l'épiderme. Oui, voilà. Et la partie la plus interne, ce qu'on appellera le derme. Dans D'accord. le cas d'une infection à papillomavirus, seule la partie la plus externe, l'épiderme, a besoin d'être entre guillemets blessée pour permettre une infection au papillomavirus. D'accord. Donc en fait, une verrue classique qu'on pourrait avoir à un doigt ou à un pied est un papillomavirus. Je me posais la même question. Est-ce que, qui du sera coup, cutané. C'est Est-ce intéressant. que si on frotte cette verrue donc cutanée donc sur une zone entre guillemets qui provient d'une zone non sexuelle sur une zone sexuelle, est-ce qu'on peut transmettre ce papillomavirus À partir du moment où vous avez une porte d'entrée, oui, encore une fois, les condylomes, en tant que condylomes, verrues, localisation génitale, ont ce qu'on appelle des génotypes particuliers, sont des génotypes particuliers. Donc il y en a plus de 200 aujourd'hui qui existent de papillomavirus différents. Certains, on va dire, sont cutanés, donc leur tropisme est cutané. D'autres seront un Donc il y tropisme a quand même une muqueux. distinction. Donc Donc il y a des distinctions de localisation géographique et surtout de risque cancer par la suite en fonction des génotypes. Donc on va considérer les génotypes HPV 16 et 18 comme étant les plus cancérogènes aujourd'hui. Cancer du col de l'utérus, comme tu l'as dit. Je ne savais pas du tout pour les verrues en général aussi. Je suis assez surpris par rapport à papillomavirus. Ouais, moi aussi, Je- j'avais jamais entendu ça, que chaque verrue
est un risque en fait. Est un Est risque, un et peu- donc ça signifie comment on peut les choper en dehors finalement d'un rapport sexuel. Ouais. D'après vous, comment? Où on va pouvoir les retrouver, sachant que c'est un virus qui est cette fois-ci pas du tout enveloppé, pas comme le VIH ou l'hépatite B, mais c'est un virus qu'on appelle nu. Il a juste sa capside, il n'a pas de protection d'enveloppe. Par effraction au niveau d'une plaie, certainement, je pense. Alors oui, c'est là où ça rentrera à l'intérieur de toi, mais où tu vas le retrouver dans l'environnement finalement. Alors, Chez certains animaux. alors moi, Il y a une belle coévolution, donc finalement chaque animal va avoir son propre papillomavirus. en fait, là j'imagine justement, parce que là je me remémore l'enfance, la piscine notamment avec le pédiluve. Voilà, ouais, c'est vrai. Je me Parlons rappelle du que pédiluve. justement les enfants qui avaient des verrues, déjà ils avaient leur petit sachet plastique au pied. Ça, c'était comme ça dans la piscine près de chez moi. Et ils devaient pas passer par le pédiluve, donc j'imagine que c'est une des manières de transmettre une En verrue. tout cas, les contaminations, c'est en effet la présence du virus sur le sol, Mhm. avec justement cette très forte résistance dans le temps et finalement aussi à certains agents de destruction qui le détruisent mal. Donc on va le retrouver finalement sur tout ce qui aura touché votre verrue. Donc si Oui. on parle juste de verrue, donc le linge. Donc le linge de lit, le linge pour sécher à la sortie de douche. Donc encore une fois, on revient un petit peu sur toujours la même information. C'est un peu comme la brosse à dents. Ouais, le Votre partage, serviette, oui, bien c'est sûr. votre serviette. Elle n'a pas vocation à servir à toute la famille. Elle n'a vrai. pas vocation à servir aux autres. Donc sinon, on a un risque de J'emmagasine contamination. les arguments. Là, je vais devenir insupportable. Et donc, Plus de partage. ça va être des maladies qui vont pouvoir se transmettre par voie sexuelle, mais qui peuvent s'attraper au départ via n'importe où, et après, au final, qui vont être transmises comme ça. Sauf Et- que c'est pas ceux qui sont encore une fois sexuels sont spécifiques. C'est des D'accord, génotypes spécifiques encore une fois. D'accord, oui. Mais je me demandais parce que j'ai petite anecdote, j'ai aussi une verrue une fois quand j'étais petit et je me le suis attrapé en fait quand quelqu'un m'avait planté un stylo encre dans la main. Alors je me demandais justement comment c'est possible aussi. Alors, Bon, déjà le stylo encre dans la main c'est compliqué à expliquer. Alors le contexte voilà c'est mais c'est je me demandais aussi Après que comment- ça a commencé à cicatriser, t'as plus de Bah, verrues voilà, apparues, j'ai une verrue qui est apparue à cet endroit-là. Et Je pense que tu as juste ouvert une brèche d'entrée Ouais, ça à un doit être ça. virus qui était présent. C'était que- peut-être gratter sa verrue avec son Exactement. Et- stylo. Il suffisait de serrer la main de la personne. Finalement, Alors, tu en te fait, retrouves avec plein de virus qui sont libérés par vos peaux mortes. Donc ça veut dire que quand vous avez les peaux mortes qui se perdent tous les j'allais à la jours, piscine après. bah, J'allais à tu la l'as piscine. transmis à plein de monde. Ah mais je crois que j'allais à la piscine après en plus justement j'avais pris le bus et je me souviens que j'avais vu Ça se Dans la trouve, période le où mec, j'allais à la il s'est piscine au frotté la collège. verrue sur le stylo, puis s'est frotté dans le pédiluve. non mais je sais pas du tout comment c'est possible. Tu voilà. t'es frotté dans le Voilà. pédiluve aussi. T'as Voilà, un peu cherché. je sais pas, j'ai nagé dans le pédiluve, voilà. Et donc si on revient sur la partie génitale avec ces petits condylomes, ces petites verrues, c'est une petite verrue. On la voit pas forcément dans les poils pubiens. Donc le risque de contamination, c'est lors du rapport sexuel, par le contact rapproché lors du coït, qui va favoriser tout simplement les portes d'entrée. Et je rappelle qu'on n'a pas besoin de péter jusqu'à arriver au sang. Le sang est localisé dans le derme de votre épithélium. Mhm. Donc ça veut dire qu'il suffit d'une petite ouverture, sans forcément la présence de sang pour qu'il y ait contamination. Donc la contamination est assez aisée. Et donc comme il est localisé au niveau des poils pubiens, donc, au niveau des peaux mortes, il y en a plein, si jamais vous êtes contaminé, le risque de contamination du partenaire sexuel est majoré. Donc pour rappel, il y a une distinction entre les verrues classiques et les verrues génitales. Vis-à-vis du génotype, mais bon, Mais ça reste quand même des papillomavirus. ça reste des papillons. Ouais. Ensuite, du coup, au niveau des symptômes, donc là on a parlé des condylomes, est-ce qu'il y a d'autres manières de se rendre compte? Est-ce qu'il y a des moments handicapants, à part peut-être une cancérisation qui viendrait plus tard C'est un petit peu le problème des papillomavirus. La meilleure prévention qui est aujourd'hui celle qui ne marche pas suffisamment bien, on va dire, liée à plein de paramètres, c'est la vaccination qui nous permettra de nous protéger, pas contre tous les différents génotypes de papillomavirus, mais déjà contre ceux qui sont à plus haut risque de développer un cancer. On appelle à haut risque. Donc, je dirais la vaccination en premier lieu. Et ensuite, c'est la détectabilité. Et on reste beaucoup sur une prévention au niveau de la femme par des frottis qui sont aujourd'hui sur une rythmique bien définie à partir de 25 ans. Donc j'imagine que donc ça veut dire que c'est un dépistage chez le médecin, par exemple. C'est un dépistage qui va se faire chez la gynéco, chez le ou la gynécologue de manière générale, classiquement. Ouais. Donc ça rentre dans le dépistage. Et ensuite, le côté curatif, c'est soit il y a le cancer, soit c'est le suivi, soit c'est éliminer les cellules cancéreuses. Ensuite, c'est du classique vis-à-vis des cancers. Et si on est juste sur des petites verrues, il va falloir les soigner. Et ça, c'est de la cryo classique qu'on peut utiliser. C'est pas toujours à faire. Ça partira tout seul. Le système immunitaire est capable de contrecarrer. D'accord.
Je rappelle, de manière générale, même une personne qui est positive, qui a le papillomavirus, même si le papillomavirus est un génotype à fort risque de développer un cancer, ça ne veut pas dire que la personne développera un cancer. D'accord ? Donc il y a une élimination encore possible par le système immunitaire de ce virus. D'accord, oui. Donc on a un petit peu parlé du traitement, si je ne me trompe pas. Oui, rapidement, mais oui. Je pense que ça suffit. Mais donc il y a un vaccin, on l'a énoncé un peu plus tôt dans ce podcast. Donc, c'est un vaccin qui à la base il me semble était réservé aux femmes, ou conseillé pour les femmes, mais en fait on se rend compte que les hommes peuvent le faire aussi, qu'il y a aussi un intérêt de santé publique, parce que même si les hommes ne seront pas touchés par un cancer de l'utérus, ils peuvent être touchés par un cancer colorectal, anorectal, via anal, de leur pénis et aussi beaucoup au niveau du tête-cou. Du tête-cou, au niveau de la partie Tête et cou. Tête et cou, ok. Tête et cou. Ok, ça. Et bien donc les hommes aussi peuvent se faire vacciner. Et on entend de plus en plus, en tout cas nous dans nos cours et dans les communications qu'on peut avoir dans le domaine de la santé, on entend de plus en plus cette promotion du vaccin pour le papillomavirus pour les hommes. Alors, est-ce que vous savez à partir de quand on recommande, parce que c'est un vaccin qui est recommandé, qui n'est pas obligatoire. 25 ans. 25 ans pour toi. Moi, j'aurais dit plus jeune. J'aurais dit, je sais pas, chez les jeunes à partir de 12 ans, je sais pas, j'aurais dit 12 ans. J'aurais dit 15 ans. Ok, on va faire un mélange de tout ça. C'est 11-14 ans, la recommandation. Pourquoi on recommande de le faire dans ces âges précoces, finalement ? Pour quelle raison ? Raison métabolique Non. De l'âge ? J'imagine pour la transmission, ça C'est-à-dire a plus de risque de transmission à cet âge, parce que je me dis qu'on se balade un peu partout, on fait un peu tout et n'importe quoi, on se frotte aux gens, on est un enfant, quoi, on vit. C'est la découverte de la sexualité au final, non ? Alors je rappelle que dans la vaccination, ça sera majoritairement sur ceux pour les IST, entre guillemets, donc les génotypes à risque de cancer. Ça, c'est la première information. Donc pourquoi 11-14 ans ? Je rappelle, l'information qu'on avait donnée avant était l'âge du premier rapport sexuel était estimé aux alentours de 16 ans et demi, 17 ans. Et là, on vaccine 11-14 ans, aussi bien les garçons que les filles. Pourquoi ? L'âge du premier baiser. Alors, premier baiser, c'est pas vraiment par le baiser qu'on va transmettre le plus. Découverte de son corps. Autre chose ? Non. Il faut vacciner en gros avant le premier rapport sexuel, avant la contamination possible. Ah, d'accord. En gros, il suffirait d'avoir un rapport sexuel pour qu'il y ait la contamination. Et il est enfin maintenant assez passé, donc oui, les garçons, ça il faut passer cette information, sont vaccinables dans les recommandations. Pour autant, il n'y a pas encore beaucoup de garçons qui se font vacciner, donc il va falloir vraiment éduquer les populations à cette vaccination le plus tôt possible, donc avant le premier rapport sexuel. Voilà. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui serait touché par le papillomavirus dans les zones génitales, qui, par exemple, aurait eu un condylome et puis qui va peut-être se le faire traiter, est-ce que lui il peut se faire vacciner ensuite ? Est-ce que ça aura un intérêt pour lui ? Alors, encore une fois, il y a plusieurs génotypes. Dans les vaccins aujourd'hui qui sont faits, dont le Gardasil 9, il y a 9 génotypes différents qui sont présents à l'intérieur. Donc, s'il a eu un contact avec un papillomavirus d'un génotype donné, il aura la protection contre les 8 autres, par exemple. Donc, oui, la vaccination peut être encore pour ces personnes, malgré une première contamination. Donc, encore une fois, la question est toujours, plus tôt ça sera fait, mieux c'est, avant les premiers rapports sexuels. C'est mieux. Le seul problème, c'est la discussion avec les parents, c'est de faire comprendre que leurs enfants, aujourd'hui, n'ont pas encore de rapport sexuel. Pour autant, ils vont certainement en avoir. Il y a de grandes chances. Et parler de sexualité avec les parents sur des enfants qui sont très jeunes, c'est toujours très compliqué. Donc, encore une fois, il faut casser ces tabous de la sexualité. Il faut casser le tabou de la discussion du sexe avec ses enfants. Il faut juste en parler avec des mots, tout simplement, capables d'être audibles à l'âge de la personne et de l'enfant. Mais en effet, ça marche. Ça marche très bien. D'accord. Alors la question que j'avais envie de vous poser, si on reste sur cette vaccination, jusqu'à quel âge on peut être remboursé d'un vaccin HPV ? Est-ce qu'il est le même entre un homme et une femme ? Alors moi j'aurais tendance à... Alors, peut-être que ça a changé, mais j'aurais tendance à dire du coup que pour les hommes, ça ne doit pas être remboursé peut-être à partir de l'âge adulte. Peut-être que pour les femmes, ça sera jusqu'à 25 ans. Donc on parlera de rattrapage, toujours sur cette vaccination possible en dehors de la recommandation de 11-14. Donc chez la femme, on peut aller jusqu'à 19 ans avec le remboursement qui sera au niveau de la sécurité sociale. Donc 19 ans. Et parce qu'après, bien sûr, la vie sexuelle finit pour les femmes. Donc non, ce timing-là est défini
voilà, par les autorités. Pour autant, je pense qu'on pourrait le mettre beaucoup plus loin. Parce que chez les hommes, justement, il peut être remboursé jusqu'à 26 ans. Alors normalement, on reste sur les recommandations qui sera pour les HSH, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, uniquement pour ce remboursement de 26 ans. Bon, j'ai aussi tendance à dire qu'il n'y aura pas forcément la demande de votre orientation sexuelle lors de la vaccination. Donc on pourrait considérer, sans dire de fausses idées, que la vaccination pourra aller jusqu'à 26 ans pour tous les hommes. Simon, on ira ensemble. Donc, donc ce timing de 26 ans est un petit peu bizarroïde et différentiel. Je rappelle aussi que les hommes sont les principaux vecteurs de la contamination des femmes. Donc il faut vraiment se sentir impliqué dans cette démarche de dépistage et finalement de protection et de prévention par la vaccination. D'accord. Est-ce que, petite question, on a parlé du préservatif comme l'élément barrière le meilleur contre les contaminations aux ISL de manière générale. On l'a vu avec le VIH. Comme exemple type, protège-t-il à 100% du papillomavirus? Moi déjà d'instinct j'ai envie de dire que j'imagine qu'il n'y a rien qui protège jamais à 100%, mais ça doit pas être vers là que vous voulez nous emmener. Ce serait plutôt... Je veux t'emmener quelque part, c'est ça? Je savais pas. Pédiluve peut-être. Peut-être que pour le papillomavirus, il y a encore moins... Il y a moins de protection que les 99,999% de protection qu'offre le préservatif. Et vous deux? Alors là, j'aurais dit. Vous l'avez vu en cours. Ah bah, je leur dis pas ça. C'est très sympa de nous aider, Simon, en tout cas. J'apprécie beaucoup. Non, j'aurais dit aussi, vu que ça va être en soi, c'est avec l'épiderme, ça va pouvoir aussi se transmettre à presque tous les niveaux. Donc, est-ce qu'on peut avoir une verrue, donc papillomavirus génital, donc un condylome, est-ce qu'on peut l'avoir sur l'épiderme de la verge, à la base de la verge, auquel cas peut-être que le préservatif n'ira pas jusque-là? Mais j'ai envie de dire, il faut juste voir le système. À partir du moment où vous avez des condylomes localisés au niveau de vos poils pubiens, lors du rapport sexuel, il y aura obligatoirement contact. Donc c'est pas la chose que vous allez observer certainement, mais il y a contact entre vos zones pubiennes, l'un avec l'autre, obligatoirement par le rapport. J'invite les personnes qui nous écoutent à regarder condylome sur internet. Pour savoir, c'est une petite verrue, hein, c'est une excroissance de peau que vous aurez localisée au niveau de votre zone pubienne, là où vous avez vos poils pubiens. Il y a contact. Donc s'il y a contact, sachant qu'il peut, si la personne est positive, s'il y a un condylome, il y aura obligatoirement du virus. Et ces virus localisés au niveau des poils pubiens feront une rencontre obligatoire. Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au sang. Donc obligatoirement, le contact se fera, la contamination peut se faire. Dans ce frottement condylome. Alors pas condylome poil lésé qui permettra la pénétration du virus issu du condylome sur la personne avec qui le rapport sexuel a eu lieu. Donc la contamination peut se faire de cette manière-là. Le préservatif que vous aurez sur votre verge ne servira pas à 100% contre la contamination. Mais je rappelle qu'il ne sert pas que contre entre guillemets le papillomavirus, il servira aussi VIH et les autres IST bactériennes qu'on a pu voir. On l'a vu donc dans les autres podcasts que je vous invite à écouter si ce n'était pas fait.